Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de samedi, un top crypto des membres, ultra bullish. On va en parler bien sûr dans cette vidéo, on va parler Bitcoin, on va parler la SEC, on va parler PayPal, on va parler NFT, on va parler de plein de choses et on va même clôturer cette vidéo en parlant OVNI. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer. Pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. J'utilise depuis plusieurs années, m'offre d'excellents résultats. Sur le moyen long terme, plutôt une stratégie de risk management où le risque est de 100%, mais les bénéfices de gains sont quasi illimités dans ce marché, extrêmement haussier depuis sa création. On va parler Bitcoin très rapidement, avec grand plaisir. D'en parler, on est toujours sur le coup d'une potentielle divergence haussière cachée ici en daily. On n'a plus besoin en fait d'aller ravaler toute la bougie précédente par rapport à 23 000 $, mais si on vient juste à clôturer une bougie en daily au-dessus des 21 930 $, on aura notre divergence haussière cachée complètement confirmée. On revient chercher la neutralité ici en 21 périodes, ici en 14 périodes. Est-ce que il faut s'inquiéter ou pas? Non, pas forcément. Non, on est juste en train de faire le dip. La question est de savoir c'est comment les gens et les opérateurs de marché réagissent par rapport à ce dip. On est plutôt baissier sur ce dip et c'est plutôt intéressant de l'observer, donc je reste complètement accroché à mon scénario, aucun problème avec ça. Il y a de la liquidité, ça a beaucoup été partagé tout au long du week-end, notamment sur le Discord, juste là. On le voit, c'est assez fulgurant. Dès qu'on commence à voir des grosses baleines ici entre 1 million et 10 millions de $, hop, reprendre un tout petit peu la main, mais c'est vraiment extrêmement léger, au moment précis où en fait le cours latéralise. Le cours est 80% en range, 20% en tendance, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Le cours et le prix se déplacent de liquidité en liquidité. Vous en avez une énorme ici sur les 21 500 $. C'est pas forcément des liquidations de longue, ça peut être aussi évidemment des ordres en limite qui sont positionnés. Donc on aime bien aller les chercher, puis après repartir à l'opposé. C'est exactement ce qui s'était passé ici. On vient chercher les liquidités, puis derrière on repousse notre prix. On reste dans une consolidation complètement mécanique, complètement logique, et il faut le garder comme tel. Pour moi, la direction reste haussière, ni plus ni moins. On peut faire un tout petit peu d'order flow par rapport à ce sentiment de marché qui est toujours très bearish en réalité, et on le voit dans nos data et dans notre order flow. Pourquoi? Parce qu'on repasse très rapidement en fait sur un funding négatif ici. En somme, les vendeurs à découvert payent les acheteurs pour pouvoir finalement shorter ce prix, et on voit tout de suite qu'on passe relativement rapidement dans un funding négatif. Le sentiment reste globalement baissier, on voit le prix qui baisse, donc on vend, on voit le prix qui monte, donc on achète, et c'est clairement en fait ce que les opérateurs de marché aiment pour aller en fait exécuter un maximum d'ordres, tout simplement. On a des open interest relativement faibles en réalité. Si vous reprenez par rapport à une longitudinale, juste ici par rapport au prix qu'on avait là à 4 milliards de $, 4,5 milliards de $, nous étions à 17 000 $. Aujourd'hui on n'est pas à 17 000 $, on est plus près des 22 000 $. Donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans ce train. Tout simplement, c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Est-ce que vous avez une explosion au niveau des open interest? La réponse est non. Cette montée se fait un petit peu dans le déni, tout en maîtrisant parfaitement des paliers. On va chercher la liquidité, on revient même pas prendre les premiers arrêts. Il est ici actuellement le premier arrêt. Bonne nouvelle quand même, par rapport à un trade, un long que j'avais actuellement sur les 1500 $ sur Ethereum, il vient d'être repris. Vous voyez, hein, vous savez, je suis quelqu'un de relativement patient, j'attends que le cours vienne à moi, et j'ai passé un ordre tellement important que vous voyez très bien qu'en daily, toutes les mèches sont rachetées. Donc je rachète personnellement toutes les mèches pour l'instant. Non, c'est pas moi, vous pouvez bien sûr l'imaginer, mais voilà. Techniquement parlant, on vient chercher des petites poches de liquidité sous les précédents lots, et ça fonctionne plutôt pas trop mal. Je ne dis pas que ça va marcher, je ne dis pas qu'on va faire un bottom ici et repartir dans un suivi de tendance, mais c'est clairement ce qu'il faut encadrer, car la dynamique et le flux restent complètement acheteurs, et le momentum est dans la main des boules actuellement sur des timeframes plus importantes. On a beaucoup parlé de ça depuis plusieurs semaines maintenant par rapport à cette discross en weekly sur le Bitcoin. Et ben avec grand plaisir d'en parler. Alors je rappelle que le Death Cross ou le Golden Cross, c'est une EMA 50 avec une EMA 200 en daily uniquement. Sinon c'est juste un cross de l'EMA 50 et de l'EMA 200. Donc si vous voulez vraiment parler de Golden Cross ou de Discross, c'est uniquement sur une time frame en daily. Et on a eu une Golden Cross. Et on avait vu que précédemment, à chaque fois qu'il y avait une Golden Cross, on faisait un dip. On est en train de faire ce dip. Enfin, ce n'est jamais différent finalement. Mais prenons du recul et allons à ce moment-là en weekly. C'est plus une Golden Cross ou une Discross, mais ça reste un cross, tout de même. Et on voit ici qu'il y a une magnifique Discross weekly, ou un cross entre la MA50 et la MA200. Bearish qui s'est mis en place en weekly. Qu'est-ce que ça veut dire? Personnellement, ça veut
rien dire de concluant, mais c'est plutôt un signal haussier si on reprend en fait sur d'autres valeurs technologiques dans le temps. Ça ne s'est jamais produit en réalité sur Bitcoin, donc est-ce qu'on peut le prendre comme un billet bearish ou fin du monde, Bitcoin à 10 000? Je ne pense pas. À ce moment-là, il faut juste prendre du recul et essayer de coller ces indicateurs techniques par rapport à d'autres actifs, peut-être plus traditionnels, technologiques, parce qu'on a tendance à faire un rapprochement assez simple entre les projets crypto et les cryptoactifs et les valeurs technologiques. Dès lors, allons faire un tout petit tour sur Google, par exemple. Allons sur Google, Alphabet. Et on reprend dans le temps, parce que ce type de cross, en fait, est relativement rare. On repart dans le passé, et on va chercher ici une Death Cross, finalement, ce fameux cross entre la MA50 et la MA200. Bon, c'est bottom de marché, en réalité. Elle s'est passée juste ici. D'ailleurs, on vient chercher le dip, c'est le bottom de marché. Actuellement, on était à 8$, donc est-ce que ça veut dire qu'on peut aller en dessous les 20 000 $? Évidemment, on est en train de ranger, on est en train de chercher la liquidité, mais dernièrement, enfin la dernière fois que ça s'est passé, c'était en 2009, sur l'action Google, c'était clairement les bottoms de marché définitifs et historiques. Après derrière, bah, tout the moon, quoi, hein, il n'y a pas de problème avec ça. On continue avec Amazon, par exemple. Il faut regarder avec Amazon, est-ce que ça s'est passé à peu près de la même façon? Je parle vraiment d'actions ici résilientes avec un vrai historique. Je ne vais pas prendre des trucs qui se sont pété la tronche et qui ont fini à zéro. Vous avez la Golden Cross, donc le cross entre la MA50 et la MA200, donc plutôt bullish ici. Oui, c'est plutôt bien pris. On est en train de faire une distribution. Et ici, vous avez la Discross. Discross, point bas, le dip, to the moon. To the moon. D'ailleurs, c'est ça que j'encadre moi personnellement sur le Bitcoin. Hein. D'ailleurs, c'est très ressemblant. Je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Et après, derrière, est-ce que oui ou non nos bottoms tiennent? Bah, ici, sur Amazon, les bottoms ont tenu. Rappelez-vous, hein, à cette époque-là, en 2006, 2007, 2008, aux côtés d'Amazon, on était plutôt enclin à laisser tomber par terre ce truc-là plutôt que de l'acheter parce que... Enfin, si vous aviez une seule seconde imaginé que ça allait partir tout le monde, je vois Bitcoin là-dedans. Enfin, voilà ce que je vois comme Bitcoin. Si vous me posez la question, voilà ce que je vois pour Bitcoin et pour beaucoup de crypto-actifs, beaucoup de projets crypto-actifs. On peut continuer. Avec Tesla, peut-être un petit peu plus récent, mais je crois que vous avez aussi ces billets momentum par rapport à les MA50 et MA200. Voilà, juste ici, vous l'avez. On va regarder ça. Bon bah c'est plutôt pas mal. Quand vous avez une Discross derrière, c'est vraiment c'est le bottom du dip par rapport à une consolidation énormissime au niveau de Tesla. Et puis derrière, ça part accroché aux ceintures parce que ça part fort quoi. Voilà. Donc est-ce que c'est plutôt un signal haussier, plutôt signal baissier? Bah les plus traditionnels diront que c'est relativement baissier. Bah on peut le constater sur des valeurs technologiques que c'est plutôt les bottoms de marché qui ont été dessinés tout simplement. On parle très rapidement par rapport aux petits gagnants du giveaway vis-à-vis de Bybit. Tous les jours, je vous offre 50$. Je fais un petit tirage au sort sur tous ceux qui s'inscrivent avec le lien qui est en description. Je le rappelle, hein, affilié Bybit, vous pouvez vous inscrire. C'est relativement simple. Ils sont à Singapour. Et vous pouvez continuer à faire des contrats futurs dessus. Vous ne pouvez plus le faire en France vis-à-vis de Binance par rapport à l'obtention de leur certification PSAN. Actuellement, Bybit n'y est pas soumis. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça vous intéresse. Beaucoup d'NFT. On va parler de NFT puisqu'il y a un petit relais au niveau des volumes vis-à-vis des NFT. Est-ce que c'est bon signe pour une continuation haussière et pour éventuellement un joli rallye printanier? C'est pas complètement impossible. Vous avez 25$ qui est offert sur les contrats futurs, qui permet en fait d'accentuer au niveau de votre volume vis-à-vis des contrats futurs. Donc 25$, pensez bien à vous inscrire à l'événement. Beaucoup oublient, mais inscrivez-vous à l'événement, même si vous êtes déjà inscrit depuis quelques semaines sur Bybit et que vous ne vous êtes pas inscrit à l'événement, cliquez dessus. Vous aurez en fait un petit bon dans vos récompenses directement sur votre espace client Bybit. Et ben 25$ que vous pourrez utiliser en augmentation de marge. On avait eu un premier gagnant qui ne s'est pas manifesté. Si vous ne manifestez pas, ce sera remis à la fin du mois. On fera un gros giveaway à la fin du mois pour tous celles et ceux qui ne se manifestent pas. Si tu reconnais ton UID, viens me voir directement, soit par mail, tu as mon mail, soit directement sur le Discord des rois du marché en message privé. Le gagnant d'aujourd'hui, c'est 5224 29 67. Si tu te reconnais, tu viens me voir sur le Discord, tu gagnes 50 USDT spot. Tu pourras même le retirer pour aller faire un restaurant. Aucun problème avec ça. Pas plus de choses à dire, on va faire juste un tout petit tour par rapport à Ishimoku Kinkoyo. On l'avait vu ici en weekly, est-ce que la Shikuspan nous donne le signal? Non, il ne nous donne pas le signal, il s'est fait rejeter par cette bougie. C'était difficile de passer ici, on l'avait vu ensemble, un petit peu compliqué de passer là-dedans parce que c'est difficile de traverser des grosses bougies comme ça. Donc il a décidé potentiellement de faire le petit tour et d'aller faire... un petit tour entre deux bougies rouges. La Kinjun, c'est un petit peu déprécié. Pourquoi? Parce que vous revenez 26 périodes en arrière. On est sur ce coup-là actuellement, donc après on va commencer à latéraliser. Donc on devrait voir une espèce de latéralisation ici au niveau de notre Kinjun
ici, et Tenkan qui devrait en fait s'apprécier, donc Crush, Kinjun, Tenkan, plutôt intéressant, on devrait peut-être un petit peu pousser le prix, mais bon, je reste aussi, on ira probablement attaquer ce nuage, et puis après, advienne que pourra, et espérons qu'on pourra prendre nos profits d'ici là. Pas plus de choses à dire, donc rien d'inquiétant pour moi personnellement. Pour moi, on est juste en train un petit peu de faire travailler les émotions, et on est en train d'aller chercher de la liquidité où elle se trouve, ni plus, ni moins. On fait quelques petites news, on a fait de l'auto-flow, on a fait tout ce que vous voulez. Oui, j'ai -1 par rapport à quoi? Mais c'est important peut-être de le rappeler. Par rapport au CPI. Donc demain, c'est le CPI, 14h30. Donc on sera bien scotché sur nos écrans à ce moment-là. On partagera bien sûr cet événement directement sur le Discord. Actuellement, le consensus est à 6,2. Je rappelle que nous serons sur le coup du nouveau calcul au niveau du CPI. Donc si vous ne le connaissez pas, en fait, ils reprennent des barèmes non pas 2 ans en arrière, mais plutôt 1 an en arrière, qui de toute manière mécaniquement feront s'effondrer au niveau du CPI, et on pourrait plus rapidement qu'on ne le pense, rattraper ces fameux 4, 3 ou voire 2%. Donc, je pense qu'il faudra du temps, et à ce moment-là, il faudra bien sûr le price. Et au moment où vous penserez que tout est derrière nous, je pense que c'est là où on aura un petit peu de secouage, de cocotier. C'est souvent comme ça que ça se passe. Gardons notre scénario tant qu'il est encore valable, jusqu'à son invalidation, mais pour l'instant, je ne vois rien d'inquiétant personnellement. Ou peut-être quelque chose, mais on en parlera en toute fin de vidéo. On continue avec, on avait vu ça lors du live. Ah oui, d'ailleurs, le live, on l'avait fait plus de 1000 likes, donc bravo à tous. Pour le coup, on a dépassé les 1000 likes au niveau beaucoup m'ont commenté ça, donc je suis très heureux. On offrira donc une clé Ledger Nano X plus $20 en USDT, pardon, que je vous enverrai directement. Toujours pareil, le même petit giveaway, comme on a beaucoup éventuellement de volatilité qu'on pourrait attendre par rapport à demain, bah, je vous propose de faire la clôture weekly tout simplement. On va aller donc sur le même, tous ensemble sur le même truc. On ira sur Bybit, j'aime bien prendre celui-là, ou peut-être sur Bybit c'est la même chose. Je crois que c'est ici Bybit, non? Il est où mon Bybit? Je ne sais plus. Ah mais c'est peut-être en haut. Voilà, perpétuel, ici Binance, non c'est toujours pas ça. Il faut vraiment avoir le perp Bybit, comme ça on a tous le même à chaque fois. Bon allez hop, BTC, USD, T perp. Au niveau de Bybit, il est plus bas, voilà, je sais plus où est-ce qu'il est. Là, voilà, au niveau des perps de Bybit, comme ça on a tous la même chose. Donnez-moi tout simplement la clôture. Au weekly, vous avez 48 heures pour voter. Après 48 heures, donc mercredi, il ne sera plus possible de voter. Vous me mettez directement en commentaire, donnez-moi juste la clôture en weekly par rapport à cette semaine, de tous les dangers, on pourrait peut-être l'appeler comme ça, peut-être un petit peu de volatilité à attendre, de dimanche soir. Tout simplement. Donc actuellement, vous mettez à l'unité près, donc 21 754 $. Vous pouvez mettre 23 728 ou 19 842. Clôture dimanche soir, vous avez 48 heures. Le plus proche recevra une clé Nano X plus $20 en Bitcoin directement à la maison. On fait quelques petites informations. Très intéressant. C'est ce qui est le plus repassé en fait ce week-end, et notamment sur Twitter, avec la SEC veut utiliser tous les moyens pour garder les cryptos loin du public, évidemment. Donc c'est notre ami Gary qui nous explique que on est au début de rien. Il a bien raison de le dire. Alors c'est un petit peu, il tire un petit peu à bout portant, comme on dit, par rapport à toutes ces technologies crypto. Alors c'est entre deux camps. Et d'ailleurs beaucoup pensent que ça devrait être maintenant politisé entre les républicains et les démocrates. Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? Il va falloir maintenant se positionner, notamment aux États-Unis. Je rappelle que les États-Unis ont quelques longueurs d'avance par rapport au continent européen, bien évidemment. Donc c'est eux qui donneront en fait finalement la direction. Ce qu'on regarde en fait au niveau de Mika, au niveau de la BCE, etc. Généralement, les Américains donnent le ton et puis après les Européens suivent. Bon, bah ça reste la première puissance mondiale. C'est un petit peu comme ça qu'on doit en fait l'interpréter. Est-ce que c'est plutôt bon, est-ce que c'est plutôt mauvais? Je pense que tant qu'il n'y a pas de régulation, bah, les mannes financières ne viendront tout simplement pas. Donc je suis pour la régulation, je suis pour le contrôle. À moindre mesure de ces cryptoactifs et de ces projets crypto, est-ce que c'est considéré comme du securities? Est-ce que c'est considéré comme de l'utilities? Est-ce que c'est considéré comme tout ce que vous voulez? Eh ben, faudra à un moment donné mettre un cadre légal autour de ça. Et Gary maintient tout simplement son discours qu'il n'a pas changé depuis de très nombreuses années. Alors oui, on peut parler du petit FUD avec FTX, etc. vis-à-vis de ces liens plus ou moins obscurs avec Sam Bankman-Fried. Est-ce qu'on peut le reparler? Est-ce que ça mérite ou pas une démission? Honnêtement, les Américains, c'est assez particulier. Je pense qu'il n'a pas forcément tort dans tout son narratif, puisqu'en fait son seul objectif, et il a raison, c'est ce pourquoi il a été nommé, c'est pour défendre les intérêts du consommateur, tout simplement. Et c'est clairement dans ce sens-là qu'il dirige et qui pousse au niveau de la régulation. Alors oui, ça en passe par Kraken vis-à-vis du staking, par rapport au staking qui est considéré comme du dividende, ou en tout cas qui est hors la loi, si vous voulez, parce qu'il n'est pas régulé, parce qu'il n'a pas les autorisations.
Et là, à ce moment-là, il y a Armstrong qui tweet de façon extrêmement simple, extrêmement limpide. C'est pas considéré comme du securities, donc on a le droit de le faire, et quitte à avoir nos avocats. Donc en fait, c'est clairement eux, et je le répète, et j'ai toujours ce même discours vis-à-vis de ces institutions, si vous voulez, de régulation, et ces entreprises dites privées qui permettent en fait de démocratiser toutes ces technologies blockchain et ces cryptoactifs, bah Coinbase en fait joue son rôle à fond. Dès lors, il se met contre la réglementation, contre la SEC, et il dit, bah, quitte à faire quelque chose de bien, autant aller jusqu'au bout, et on fera appel à nos avocats respectifs. Donc il l'a tweeté, et lui, de son côté, Brian Armstrong, lui, n'enlèvera pas son staking. Plutôt intéressant de l'observer, donc il est en frontal avec la SEC. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Non, ils font juste prendre parti, tout simplement. Et quand on a des institutions qui se confrontent avec des institutions privées, parce que Coinbase est quand même relativement lourd. Aujourd'hui, il pèse, même s'il est encore petit, hein, on parle de moins de 50 milliards de valo, enfin, voire beaucoup moins aujourd'hui, ça reste minuscule dans le champ, si vous voulez, des préoccupations de la SEC, c'est ridicule, si vous voulez, les cryptoactifs, mais autant y aller maintenant, si vous voulez. Donc plutôt intéressant de l'observer. Donc Brian, on compte sur toi, et on te soutient, bien évidemment. PayPal ouvre ses comptes et dévoile ses stocks en Bitcoin et crypto-monnaies. 690 millions de dollars, donc on le savait qu'il avait ouvert il y a un peu plus d'1 an maintenant la possibilité à leurs clients de pouvoir acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et du Dogecoin. Peut-être que Elon Musk a encore son fantôme qui traîne dans les couloirs de PayPal. Toujours intéressant, voire extrêmement intéressant de l'observer. 690 millions de dollars correspond au wallet des utilisateurs de PayPal. Alors, c'est pas PayPal qui détient presque 1 milliard de dollars. Non, c'est bien les utilisateurs et donc ça a été rendu public. Parfait, pas de problème avec ça. C'était quand même quelque chose de relativement connu, on n'avait juste pas le montant exact, et ben il nous montre le montant exact, et ben c'est très bien que ces petites fintech et ces grosses fintech pour le coup, parce qu'aujourd'hui PayPal est plutôt une institution, nous livrent un petit peu plus de transparence, et c'est clairement dans ce sens-là que je veux qu'on aille, tout simplement. Ethereum avait déployé son stablecoin GHO sur le testnet, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. J'espère que ça sera couronné de succès, puisque AAV on le suit depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant. Vous avez d'ailleurs pas mal de Français, hein, c'est un projet français, enfin, appartenance française, donc plutôt intéressant, c'est une grosse liquidité qui est gérée chez AAV au niveau de son protocole. Donc il lance son testnet vis-à-vis du stablecoin, et ben j'espère que tout se passera bien, à l'image de l'USDT, USDC, BUSD, etc., etc. Donc si vous êtes développeur, n'hésitez pas à lui faire un petit tour, pour essayer de trouver des failles et être récompensé en trouvant ces failles, tout simplement, et participer à l'effort de cette magnifique marche qui sera encore très longue, qu'on peut appeler même un marathon. Le marché des NFT à la hausse. Les millions de dollars sont de retour. On parle de 9,5 millions de transactions qui ont été réalisées sur le compte des NFT. Donc on a plus que doublé au niveau des NFT. C'est très intéressant de le voir. Vous voyez que c'était complètement à plat depuis des mois et des mois. Là, ça repart. Donc si vous aviez en fait la préoccupation de vous intéresser de près ou de loin aux NFT, bah ne tardez pas trop. Hein, si ça vous intéresse au niveau de ce business-là, c'est un petit peu comme l'IA. C'est pas en fait quand tout le monde commencera à en reparler pour dire est-ce que j'attends. Non, on n'attend pas sur les marchés. On prend la tendance, on prend le move, on prend la hype. Ça repart. Ça peut être un feu de paille, mais c'est pas grave. Si vous vouliez acheter ici, bah c'est peut-être, il faut peut-être pas trop attendre pour aller se renseigner sur OpenSea ou d'autres éventuellement sites qui proposent des NFT ou Sora ou ce que vous voulez en réalité. Mais attention parce qu'il y a du mouvement. Tout simplement. Donc les volumes reviennent, et généralement, c'est pas des petits portefeuilles qui génèrent ce type de volume-là. Ce sont plutôt des gros portefeuilles qui, en fait, préparent et posent les bottoms pour après revendre et décharger leur volume monstrueux dans la pleine hype. Donc si on commence à avoir des volumes qui sont relativement croissants depuis le mois de novembre, on le voit très très bien, on commence à inverser la tendance, c'est ce qu'on voit sur nos cryptoactifs préférés, on n'attend pas le dernier moment, on n'attend pas un an. D'accord ? Bien qu'il peut y avoir des turbulences d'ici là. La question à savoir, c'est est-ce que oui ou non, on maintient ou pas les bottoms de marché. C'est pareil au niveau de l'intelligence artificielle. Si vous voulez vous intéresser à FETAI, si vous voulez vous intéresser à AGIX, si vous vous intéressez à plein de petites cryptoactifs, la question c'est d'acheter sur des dips le plus près des bottoms de marché et de se poser la question s'ils tiennent. Et bah s'ils tiennent pas, couvrez-vous et n'investissez pas et mettez pas all-in ou l'intégralité de la position que vous avez décidé tout simplement sur ce type de position. Je reprends exactement ma même démarche, que je fasse des longues ou pas sur Ethereum ou Bitcoin. Donc, généralement je sélectionne ces deux assets-là, les autres sont pour moi beaucoup trop volatiles, donc je ne m'y aventure pas, mais voilà, c'est un bon play, si vous voulez acheter ce petit dip, cette petite poche de liquidité, mais j'ai pas mis all-in, je découpe complètement ma position, complètement, parce que je sais pas si, oui ou non, on peut pas avoir
quelque chose. Enfin, je doute pour le coup que j'aille chercher toutes mes positions ici, mais c'est pas grave. Je ne me surexpose jamais. C'est mon style de swing et j'adore utiliser ce type de swing parce que quand je suis ici, je dis c'est pas la fin du monde pour moi. Je suis pas rect. En réalité, c'est une opportunité pour moi en or. Alors bien sûr, on essaiera d'analyser ensemble les news catalysantes qui peuvent éventuellement nous expliquer pourquoi on est allé là. S'il n'y a pas de news catalysante, pour moi, c'est purement de la chasse à liquidité parce que les gens sont un tout petit peu trop motivés. Tout simplement. Les baleines se battent contre des baleines. Je l'aurais peut-être plus bas, ou pas du tout. Mais je suis content d'être rentré dans le train d'Ethereum personnellement. Je finis cette vidéo d'actualité et je vous remercie pour votre présence jusqu'à la fin de cette vidéo. Par rapport aux ovnis. Un objet non identifié abattu au-dessus du Canada. C'est le 4e. On a eu un ballon chinois, ballon espion, ballon météo. Je laisserai les autorités compétentes faire la lumière sur toute cette affaire. Mais il y a autre chose qui commence à arriver. On ne parle plus de ballon sonde, on ne parle plus de ballon météo, on parle d'objets non identifiés. Plutôt cylindriques, de la taille d'une voiture. Ok. Premièrement, ils ont réussi à l'abattre. Et c'est la première fois, de mémoire, que les Américains ou qu'une institution ou un gouvernement arrive à abattre un objet non identifié. Donc je pense qu'on n'aura pas grand-chose par rapport à cette affaire-là. Alors, est-ce que c'est E.T., est-ce que c'est pas E.T., est-ce que c'est des avions espions, est-ce que c'est une nouvelle technologie? Certains parleront peut-être de rétro-ingénierie, pourquoi pas. Juste niveau psychologique, parce que c'est intéressant peut-être d'en parler, on prend du recul et on essaye de se confronter à une forme de rationalité et de réalité. Est-ce que les objets non identifiés font partie du paysage et du folklore? Est-ce que ça fait partie du paysage? Est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît? Oui. Depuis Roswell, et même avant ça, on a l'habitude en fait d'avoir des petits relents, si vous voulez, d'ovnis, d'images déclassifiées au bout de 50 ans au niveau des États-Unis. Donc en fait on baigne dans ce cyberpunk, on baigne un petit peu dans cette science-fiction, mécaniquement notre cerveau est habitué à ce type de choses. Donc après on peut penser à ce que vous voulez. Techniquement, c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Pourquoi? Parce que ça existe en réalité. Les ovnis ne sont pas un mythe, les ovnis existent réellement. Mais est-ce qu'il faut vraiment avoir peur ou tout vendre, etc., ou paniquer? Absolument pas. Pourquoi? Parce que je pense, et c'est quelque chose de, pour le coup, très très personnel, on irait chercher dans notre inconscient le pire du pire. Et c'est toujours ce qu'on fait. Lorsqu'on a plutôt un billet boule, on va chercher le meilleur du monde, et quand on a un billet bear, on va chercher le pire du monde. Dès lors, ce serait une invasion extraterrestre, est-ce qu'on pourrait éventuellement imaginer dans le pire des pires? On serait dans Independence Day. Or, cette possibilité-là est trop infime. Donc en fait, on ne peut pas pricer, on ne peut pas jouer une possibilité quasi inexistante. Le risque zéro n'existe pas, mais pricer ce type de choses est irrationnel, si vous voulez, d'un point de vue logique et d'un point de vue timing. Donc ne le pricez pas, on le subira, et honnêtement, si c'est vraiment du Independence Day, à ce moment-là, on aura d'autres problèmes qu'aller mettre nos petits bitcoins sur une clé Ledger, si vous voulez. Prenez toujours du recul comme ça. Il faut pas le prendre à la rigolade. Je pense que c'est sérieux, parce qu'il y a vraiment des personnes qui y croient dur comme fer, et finalement, on se laisse tout simplement soumettre par nos émotions. Ça peut être ça comme plein d'autres choses, si vous voulez. Le fameux crash de tous les temps, la fameuse bulle de toutes les dettes, etc. Oui, ça peut arriver, comme une visite extraterrestre, ça peut arriver. Mais en réalité, le risque du timing est très infime aujourd'hui, si vous voulez. C'est vraiment comme ça qu'il faut peut-être mieux le cartographier et l'imaginer. Certains penseurs diront qu'à chaque fois qu'il y a des risques nucléaires, il y a une recrudescence d'ovnis partout sur la planète. Et il est vrai qu'il y a un risque nucléaire vis-à-vis du conflit en Ukraine et en Russie. Dès lors, s'il y a une recrudescence d'ovnis lorsqu'il y a des conflits, alors c'est peut-être rien à voir, mais partez du principe que quelque chose qui est connu, si vous voulez. Ça, c'est rationnel. C'est des statistiques. S'il y a un risque nucléaire, il y a une recrudescence d'objets non identifiés. Ok, pas de problème avec ça. Mais tant qu'on ne l'identifie pas, de façon certaine, partez du principe qu'il ne faut tout simplement pas le jouer. Égal FUD. FUD. Ne jouez pas les FUD. Jamais. On joue la réalité et la rationalité. Et partez du principe que si c'est plus un FUD et c'est avéré, vous allez voir une bougie rouge de l'enfer et n'imaginez même pas la shorter parce qu'à la fin on sera même pas payé. Si Bitcoin part à zéro ou sur tous les marchés s'effondre et que il y a c'est Independence Day dans les rues, honnêtement on coupe les écrans et on essaye de sauver nos vies. Ne le pricez pas, surtout pas sur les marchés financiers. Pricez-le différemment dans votre organisation si vous y croyez ou si ça germe dans votre esprit, mais ne le jouez pas sur les marchés financiers, c'est complètement inutile, parce que ce sera le dernier de nos soucis.
Ok, voilà. Je vous dis juste ça parce que je l'ai vu un tout petit peu tourner à la fois à la rigolade sur Twitter, mais à la fois un petit peu sur le Discord, parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent être potentiellement inquiets. Reprenez toujours des fractales dans le passé. On a fait cet exercice-là avec la Discross, ou le cross entre la MA50 et le 200, tout en début de cette vidéo. Et en fait, on comprend que c'est pas forcément baissier, si vous voulez. Ce sont des choses qui se répètent, ce sont des choses qui sont connues. Tout simplement. Donc j'espère qu'on fera la lumière sur toute cette affaire, par rapport à ces ovnis qui ont été abattus, en tout cas joli par rapport à ce MiG, ou à ce M, je sais plus quel avion a shooté ce petit objet-là. Donc en tout cas bravo, parce que me semble-t-il que c'est la première fois qu'on arrive à en abattre un. Donc d'ovni, je parle, après. Vous mettez votre définition d'ovni, vous y mettez bien évidemment ce que vous voulez. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin.